Good morning. So, in the interest of Bonjour. time, Pour respecter les horaires, je vous propose de commencer sans plus attendre. Bienvenue à notre webinaire conjoint fait avec Livebox et sur la décontamination et l'utilisation du N95. Nous sommes vraiment enchantés de vous accueillir. Je suis Nicole Starr de l'Université de Californie basée à San Francisco et je suis professeure dans cette institution. Je voudrais commencer par quelques points logistiques sur la session. Nous avons une interprétation en direct disponible en français et en anglais. Donc, si vous souhaitez l'utiliser, cliquez sur l'image du globe en bas de votre écran et sélectionnez la langue que vous voulez utiliser. Vous pouvez éteindre votre micro, éteindre le micro d'origine et du coup, vous n'entendrez que les interprètes. Et les diapositives seront disponibles après la présentation. Utilisez la fonction chat pour poser les questions. Vous la trouverez dans la barre en bas de l'écran. Nous répondrons à vos questions soit dans le chat, soit dans la partie questions-réponses à la fin de chaque intervention. Essayez de ne pas utiliser le chat pour répondre aux questions des autres ou pour des discussions, pour que nous puissions nous concentrer sur les présentations. Commençons sans plus attendre. N95 Décom est un groupe de plus de 100 scientifiques et 15 institutions en plus. Notre but a été d'étudier les méthodes de décontamination du N95 au sein de ce consortium qui rassemble étudiants, médecins, infirmières, etc. Donc, nous publions des fiches d'information, nous sommes indépendants, nous faisons la revue des publications de manière indépendante et notre groupe est composé de volontaires. Nous avons un panel très intéressant pour ce panel qui est peut-être présenté. Manu Prakash enseigne l'ingénierie biologique à Stanford. Le prochain orateur vient de l'Université de San Francisco et nous aurons ensuite un intervenant de Stanford. Donc, nous allons nous concentrer sur les équipements de protection individuelle pour le personnel médical qui traite les patients du COVID-19. Donc, nous allons étudier les différentes solutions pour décontaminer les méthodes, les masques. Vous avez la liste des méthodes listées à l'écran. Mais nous allons également considérer les difficultés qui se présentent avec, comme par exemple, l'ajustement du masque, la réduction de la biocharge, les risques, la capacité de filtre. Merci beaucoup, Nicole. Bonjour à tous. Je suis Ashley Studzinski, chercheuse. Avant de me concentrer sur les N95, je voudrais présenter les équipements de protection individuelle nécessaires pour se protéger du COVID-19 dans un contexte médical. Les personnels soignants sont le plus exposés au risque de contamination. On l'a vu en Italie, en Russie, aux États-Unis. Et avec un équipement de protection adapté, on peut protéger efficacement le personnel de santé. L'EPI est un type de stratégie pour protéger le personnel soignant et c'est le moins efficace. L'utilisation de l'EPI doit être accompagnée d'autres stratégies de prévention et de lutte contre les risques de contamination, comme des triages ou un regroupement en cohorte de patients avec les mêmes symptômes. De même, améliorer la ventilation et avoir un nettoyage des mains systématique peut jouer un rôle très important. Pour comprendre quel EPI est requis, il faut d'abord comprendre le cycle de transmission de ce virus. Vous avez ici un schéma qui représente la transmission, donc qui commence avec un agent infectieux.
Le réservoir pour ce virus est composé d'individus symptomatiques ou asymptomatiques. Et en fait, on a vu des cas de patients dans des zones où normalement il n'y avait pas eu de risque de contamination, probablement à cause des patients, des individus asymptomatiques. La transmission se fait par la toux, par les éternuements, même simplement le fait de parler, puisque c'est par des particules aéroportées. C'est que la contamination se fait via les aérosols, les petites gouttes, et ce parce que les particules peuvent entrer dans les voies nasales, les membranes muqueuses. La transmission ne se fait que lorsque le virus va d'une surface à une membrane muqueuse. On ne sait pas la différence entre le taux de contamination pour les gouttelettes ou pour les aérosols, mais on sait qu'il y a peut-être une différence dans la distance, donc entre 1 et 2 mètres, selon que ce sont des gouttelettes ou des aérosols. Nous pensons que la transmission est essentiellement transmise via des gouttelettes, sauf dans certains cas de figure de procédures aérosols, comme l'intubation. Et tout le monde peut être exposé à ce virus. Le type d'équipement requis va dépendre du type d'exposition. Si vous rentrez dans une zone où il y a des patients, mais que vous n'avez pas de contact avec ces patients, un masque chirurgical est suffisant parce qu'il y a simplement un risque via des gouttelettes. Par contre, si vous travaillez en contact avec les patients, alors il faut une protection contre les aérosols et contre les gouttelettes. Donc, il vous faut en plus du masque, des gants et une surblouse. De plus, le risque de gouttelettes contaminant les muqueuses oculaires est là, donc il faut se protéger les yeux. Et vous pouvez avoir besoin vous avez besoin d'un masque de type N95 ou FFP2 en cas de procédure qui génère des aérosols. Donc, cette série de recommandations est approuvée par l'OMS et le CDC. Une revue systématique des interventions pour empêcher la distribution de la propagation de ce virus suggère que il y a un certain nombre de mesures à prendre. On a utilisé les données basées sur la première vague et la première vague de SARS, et donc on pense que des stratégies similaires seront efficaces pour le Covid-19. Donc, il faut combiner différentes stratégies. Il n'est pas facile de dire qu'il y a une méthode qui est prédominante. En fait, il faut une combinaison de ces différentes méthodes que vous voyez à l'écran. Pour ce qui est de l'épidémie actuelle, une étude préliminaire a été faite à Wuhan, considérant les équipements de protection. Et on a noté un taux important de contamination, le faible taux de contamination de soignants qui étaient en contact avec les patients, malgré le contact avec les patients, parce qu'ils avaient un équipement de protection adapté. Je voudrais dire quelques mots sur les masques. Ça a été mis à jour début juin par l'OMS. L'OMS recommande de porter un masque constamment, même quand on n'est pas dans un service où il y a des patients. Mais il faut bien évidemment changer les masques si ces masques sont contaminés, salis ou humides. Et quand il y a des risques de propagation dans le domaine médical, le port de masque est important. Mais attention, il y a un risque d'autocontamination avec l'usage continu de masques. Donc,
l'hygiène des mains en particulier est fondamentale. Après avoir fait une étude approfondie des publications, il a été noté que les masques chirurgicaux ne sont pas inférieurs aux masques de type N95 pour les opérations de routine. Néanmoins, dans des opérations générant des aérosols, il faut un masque de type FFP2. Toutes les protections ne sont pas cependant utiles. Il a été constaté, par exemple, que l'utilisation de couvre-chef et de surchaussures présentait plus de dangers que de bénéfices parce que le fait de retirer les couvre-chefs et les surchaussures augmentait le risque de surcontamination. Donc, dans certains cas, il peut être plus risqué que bénéfique d'avoir trop d'équipements de protection. Pour réduire le risque d'autocontamination, il faut se souvenir qu'il ne faut pas toucher la partie extérieure de ces équipements de protection parce qu'ils peuvent être contaminés. Donc, pour enlever un gant, on enlève en pinçant le premier gant, puis on retourne le deuxième gant sur lui-même en glissant le doigt sous le deuxième gant. La deuxième étape, c'est d'enlever la surblouse en partant du cou vers le bas en tenant uniquement l'intérieur de la blouse. Si vous utilisez une surblouse jetable, vous pouvez enlever la blouse et les gants en même temps. Enlever la protection des yeux se fait en défaisant à l'arrière de la tête d'abord. Si vous enlevez un masque ensuite, commencez par enlever la bandoulière, la bride du bas, faites-la passer par-dessus la tête, puis faites passer la bride de dessus. Si c'est un masque qui est bloqué derrière les oreilles, ne touchez que les brides derrière l'oreille. Dès que vos mains sont en contact avec le moindre équipement de protection, il faut impérativement les nettoyer à fond. Que faire si vous êtes à court de pays? Plusieurs options. Rallonger l'utilisation, décontaminer ou des substitutions, ou utiliser une substitution. Ces recommandations que je vais vous proposer sont approuvées par l'OMS, même si elles ne sont pas aussi bonnes, bien sûr. Donc, si vous traitez des patients qui ont le même diagnostic, vous pouvez conserver l'équipement de protection pour tout le temps que vous passez avec vos patients, puisqu'ils ont la même condition. Décontamination et réutilisation sont importants parce que la décontamination évite le risque d'autocontamination. Mais il faut faire attention à ne pas compromettre la qualité de cette protection. Dernière option, la substitution, c'est quand il n'y a pas de pays. Donc, utiliser des matériaux alternatifs. Et ça, c'est vraiment le dernier recours en raison de la faible qualité. Quand il n'y a que peu de pays, donnez la priorité à l'hygiène des mains. Utilisez de l'eau savonneuse ou du gel hydroalcoolique en suivant les procédures. Une étude récente a montré qu'il y avait une corrélation entre le fort taux de contamination du personnel médical et de mauvaises pratiques d'hygiène des mains. Donc, EPI ou non, la priorité doit être une bonne hygiène des mains. La protection la plus importante, c'est l'usage d'un masque. Pourquoi? Parce que le virus se transmet par les aérosols essentiellement, ou des gouttelettes. Donc, la meilleure protection, elle est donnée par un N95 ou FFP2. Et ces types de masques doivent avoir la priorité. Un masque chirurgical protège assez bien contre les gouttelettes.
et est adapté pour la plupart des activités médicales. Un masque en tissu, par contre, ne devrait être utilisé qu'à défaut, en dernier recours, si les deux autres ne sont pas disponibles. Les 2 premiers masques peuvent être portés jusqu'à 6 heures d'affilée. Et nous reviendrons là-dessus. Pour les masques chirurgicaux, il est possible d'avoir une réutilisation limitée. Donc, pour stocker le masque, il faut le replier sur lui-même de manière à ce que la partie extérieure du masque soit repliée sur la partie extérieure. Évidemment, lavez-vous toujours à fond les mains après avoir touché un masque. Si vous devez pratiquer une opération qui génère des aérosols, à défaut de N95, utilisez un masque chirurgical, c'est la deuxième meilleure solution. Les masques en tissu sont vraiment le dernier recours. Les masques en tissu, s'il n'y a pas d'autre solution, doivent représenter un tissage très dense, très serré pour bloquer un maximum de contamination, de passage des gouttelettes. Le but des gants est de limiter la présence de virus sur vos mains. Cependant, avoir le virus sur les mains ne veut pas forcément dire contamination. Tant que vos mains sont en contact avec vos membranes, il n'y a pas de contamination. D'où la nécessité de laver les mains d'1 à 2 minutes pour complètement éliminer toute trace du virus. La pratique idéale avec les gants, c'est de changer de gants après chaque patient. Cependant, si vous avez un stock limité de gants, il est recommandé d'utiliser un gel hydroalcoolique. Donc, pour les gants en latex ou en nitrite, c'est utilisable jusqu'à 30 fois. S'il n'y a vraiment pas de gants, dans ce cas, lavez-vous les mains pour une durée étendue, donc de 1 à 2 minutes. Une visière de protection a pour but de limiter le contact des gouttelettes, en particulier en combinaison avec des lunettes ajustées. Le CDC et l'OMS considèrent que la combinaison de ces visières et de ces types de lunettes sont suffisants pour protéger les yeux. Et ça contribue vraiment à limiter le risque de contamination. De plus, ce type de protection limite à de plus de 60% l'exposition aux aérosols. Pendant la première vague de SARS, on a constaté qu'il y avait 3 fois moins de contamination du personnel médical qui était équipé de ce genre de protection des yeux. De plus, il est facile de produire localement ce genre de visière de protection à moindre coût. Ce type d'équipement peut être utilisé indéfiniment à condition qu'il puisse être décontaminé sans compromettre la visibilité. Pour cela, tout détergent désinfectant peut faire l'affaire. Évidemment, le choix que vous faites va dépendre de ce que vous avez à votre disposition et de l'impact que ça peut avoir sur la visibilité. Si vous n'avez pas de visière ou de lunettes protectives, vous pouvez utiliser une bouteille de soda de 2 litres coupée pourvu que le front, les côtés et le menton soient couverts. Qu'en est-il des surblouses? Il n'y a pas de prescription spécifique sur le type de matériau pour ces surblouses. Ce qui est recommandé cependant, c'est qu'évidemment, il faut en porter pendant des procédures générant des aérosols, qu'elles soient nettoyées. Si c'est une blouse lavable, il faut qu'elle soit nettoyée au moins 1 fois par jour. Si c'est une blouse jetable, alors vous avez vu la procédure. Donc, nous avons résumé ces recommandations sur une infographie qui a été traduite vers le français, le portugais et l'espagnol, et nous le partageons volontiers. Il peut être utile d'afficher cela dans les zones où travaille le personnel soignant pour leur rappeler
comment procéder. Nous allons maintenant faire une petite pause pour des questions-réponses. Bonjour, merci Ashley de se joindre à nous. C'était vraiment passionnant. Je suis Marianne. Je suis actuellement en thèse à Stanford. Voulez-vous vous présenter? Bonjour, je suis Lynn Stoller. Je travaille à l'Université de Californie à Los Angeles dans le domaine de la santé. Alors, nous avons un certain nombre de questions pour Ashley. Alors, si vous avez des questions, tapez-les dans la fonction chat. N'utilisez pas la fonction de lever la main. Alors, première question, Ashley. Pouvez-vous donner des exemples de procédures générant des aérosols? Bien sûr. Les procédures qui génèrent des aérosols, c'est toutes les procédures qui peuvent amener de microparticules à être projetées dans l'environnement. Donc, ce qui peut poser des problèmes, des bronchoscopies, une trachéotomie, même simplement l'administration de médicaments via les voies nasales, l'utilisation aussi de CPAP ou de BiPAP ou de respirateurs artificiels génère des aérosols. Il est important de noter que simplement prendre un prélèvement pour tester une personne peut générer des aérosols. Ça fait partie des procédures à considérer quand on finit ces contextes. Il y a peu de pays dans mon service. Est-ce que c'est possible de nettoyer des surblouses jetables? Les surblouses jetables ne sont pas prévues pour être lavées. Souvent, elles sont constituées d'un matériau dont l'intégrité ne résiste pas au passage à la lessive. Ce qu'on conseille, c'est plutôt de ne pas laver ces blouses jetables. Elles n'ont pas l'approbation pour un usage répété. Si vous avez un manque de blouses, cependant, tout un tas de matériaux peuvent être utilisés, du coton, du polyester. Tous ces matériaux sont tout à fait adaptés à condition qu'ils soient lessivés correctement avec un détergent adapté. Parfait. Merci bien, Ashley. Nous allons maintenant passer à notre prochain orateur. Bonjour, je suis Casey Chen. Je suis étudiant en thèse à l'Université de Harvard et je vais vous présenter les données sur le masque N95 avant d'aller plus loin. Alors, il y a beaucoup de types de masques que vous pouvez voir à l'écran. Au milieu, il y a plusieurs particules qui peuvent être enlevées. Dans une situation classique, les masques N95 doivent être jetés, mais dans un cas particulier, on va se focaliser sur les FFR, particuliers N95, qui peuvent être réutilisés et décontaminés pour pouvoir être réutilisés. Comme vous l'avez vu précédemment, il y a différents modèles de N95. Il y a également plusieurs équivalents internationaux qui sont approuvés par le NIOSH, comme le FFP2 en Europe, mais également le KN95 en Chine, par exemple. Cela dit, certains filtres sont conçus pour filtrer les particules non basées sur de huileuses et sont testés avec des prérequis différents en fonction du masque. Donc, avant de choisir un masque, vous devez consulter les régulations locales, les normes locales dans votre pays avant de faire un choix.
il y a certains documents qui ont été mis à jour par la FDA et d'autres instituts, comme ce que vous voyez à l'écran, comme et l'utilisation de masques d'autres pays, comme notamment la Chine. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur ces liens pour étudier la question. Pour les masques N95, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, N vient pour qui ne résiste pas à l'huile, R pour ceux qui résistent à l'huile et P pour ceux qui sont complètement hermétiques à l'huile. 95 veut dire que c'est le nombre de particules qu'il filtre. Si c'est écrit 100, c'est que c'est 99,7% filtré et 99,99% filtré. Si en anglais, on dit respirator, mais en français, on dit masque. Et il y a les masques filtrants et il y a les masques classiques. Donc, le masque N95 va permettre de se protéger de substances dangereuses, mais il ne protège pas de vapeur ou de gaz. Les particules qui sont dans l'air et qui contiennent le virus peuvent être de la taille de gouttelettes, mais elles ne sont pas nécessairement aussi petites que le virus. Elles sont produites lorsque l'on respire, lorsque l'on tousse, lorsque l'on parle et que l'on est infecté par le virus. Et lorsque l'on ingère ces particules par le nez ou par la bouche, et notamment lorsque l'on touche son visage avec des mains infectées, alors nous pouvons attraper le Covid. Les deux fonctionnalités importantes d'un masque N95, c'est qu'il soit bien posé sur votre visage et hermétique pour que les particules ne puissent pas entrer et peuvent seulement passer à travers le masque et être filtrées. Il y a plusieurs couches dans un masque et il y a des couches filtrantes et il y a une couche extérieure et une couche intérieure pour le confort. Ces couches sont faites en polymère et il y a également un clip sur le nez pour permettre d'adapter le masque à votre visage et qu'il soit parfaitement bien posé. Vous avez également des élastiques pour vous permettre de maintenir le masque derrière votre tête. Certains masques N95 ont de la cellulose dedans et vous ne pouvez pas décontaminer un masque qui contient de la cellulose. Dans le filtre du masque, il y a des électrètes c'est un système de non-tissé polymère qui permet de filtrer les gouttelettes et permettre donc de respirer sans attraper la maladie du patient. Il est très important que le masque soit bien posé et qu'il soit parfaitement hermétique. Si ce n'est pas le cas, il faut donc vérifier que le masque est correctement posé sur votre visage, correctement mis. Si vous ne retirez pas ou ne posez pas votre masque correctement, il peut ne pas être posé et ne pas être hermétique et par conséquent ne pas être aussi efficace qu'il le devrait. Lorsque l'on décontamine un masque, il faut garder à l'esprit il faut préserver la capacité du masque à être parfaitement scellé sur votre visage pour qu'il reste efficace. Les masques vous protègent et vous permettent de ne pas inhaler les particules dangereuses. Il y en a deux types. Vous voyez sur la gauche, ça c'est un qui est pour le monde médical, celui de droite est pour le monde industriel. Et il y a une valve pour respirer vos gouttelettes peuvent ressortir. Donc, il ne faut pas utiliser le masque de droite car il n'est pas approprié pour l'utilisation médicale. Comme je vous l'ai mentionné, il y a beaucoup de N95 qui sont faux et donc il faut faire très attention dans vos achats et il faut tester lorsque vous avez un envoi de masque qui arrive et valider qu'ils sont de bonne qualité. C'est très important. Vous pouvez utiliser les standards TS 8130 de NIOSH et vous devez vérifier l'efficacité de filtration du masque et vérifier qu'il y ait à 85 litres par minute au minimum.
Et vous utilisez pour ça un polydisper neutralisé de sodium de chloride. Et si vous êtes au-dessus de 85 litres par minute, alors vous ne devrez pas utiliser ce masque. Il faut également vérifier la capacité de pression de ce masque pour vérifier qu'il peut bien se sceller sur le visage et être aussi efficace qu'il le devrait. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Oui, merci, Kazi. Nous avons une question. Est-ce que tous les masques de N95 ont une charge électrique et est-ce que c'est un problème dans la décontamination? Oui, tous les équivalents N95 doivent avoir une charge électrique et c'est justement un des éléments clés lorsque l'on passe à la décontamination, parce que nombreuses des méthodes ne permettent pas de garder cette charge électrique. Et donc, on va en discuter plus précisément plus tard, mais si ce sont des équivalents N95, oui, ils doivent avoir une charge électrostatique. Merci, Kazi. Nous avons encore une question. Avec l'augmentation des demandes de N95, comment est-ce qu'on peut savoir si notre masque est un masque de qualité ou si c'est un faux masque? Ça, c'est une très bonne question. Je vous ai mis quelques liens sur le PowerPoint pour vous donner quelques exemples de faux masques pour que vous puissiez comparer, mais ça vient surtout sur le fait de sa capacité de filtrer et également sa capacité de baisse de pression. Donc, ce sont des tests qu'il faudrait pouvoir effectuer lorsque vous recevez vos masques pour être sûr qu'ils sont de qualité. Merci beaucoup, Kazi. Je crois que nous sommes prêts à écouter Nicole. Bonjour, je m'appelle Nicole Starr. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, je suis un interne à l'université à San Francisco, Californie, et je vais vous partager un peu d'informations sur la manière de bien positionner votre masque N95 et comment l'enlever et le mettre correctement. Aux États-Unis, il faut vérifier quel masque il faut que l'on mette par rapport à la forme de son visage et on doit vérifier ce test chaque année pour vérifier. Mais pendant l'épidémie de Covid-19, ces tests ont été arrêtés et on a suspendu ce test annuel. Ce n'est pas quelque chose que l'on utilise beaucoup à d'autres endroits du monde où il y a moins de moyens. Donc, je vais vous expliquer le processus. Tout d'abord, vous devez mettre une capuche sur votre tête qui est complètement hermétique et on va vous diffuser un aérosol qui est ou sucré ou amer. Et vous allez ensuite mettre un masque N95 et lorsque l'on vous projette la substance, vous ne devez pas sentir le goût à travers le masque. Et on vous fait bouger la tête, etc. et bouger pour vérifier que le masque ne bouge pas et que vous ne goûtez toujours pas l'aérosol. Si vous goûtez l'aérosol, alors on va vous essayer différents masques, différentes formes, on va vous le positionner différemment jusqu'à ce que vous ne puissiez plus goûter l'aérosol. Et comme ça, on est certain que cela est parfaitement hermétique. Il est très important de poser son masque, mettre son masque correctement pour se protéger correctement. Et il faut pour ce faire que votre masque soit parfaitement ajusté à votre visage et vous devez l'enlever correctement pour éviter de vous autocontaminer. Lorsque vous mettez votre masque, utilisez des mains propres ou avec des gants. Mettez-le sur votre visage.
mettez d'abord l'élastique du haut sur le haut de votre tête, puis utilisez l'élastique du bas et mettez-le autour de votre cou. Ensuite, vous appuyez avec vos 2 mains sur votre nez, mais sans serrer avec vos mains. Juste vous appuyez. Et vous devez ainsi sceller votre masque sur votre visage. Et à ce moment-là, les aérosols ne peuvent plus entrer autour du masque. Pour vérifier la pression négative du masque, mettez vos mains autour des bords du masque et inhalez. Vous devez sentir que le masque s'affaisse légèrement sur votre visage et se courbe légèrement vers l'intérieur et l'air ne doit pas pouvoir s'échapper par les côtés. Puis, pour vérifier jusqu'au bout, vous devez ensuite expirer et l'air doit sortir sans déceler le masque de votre visage. Pour enlever votre masque sans vous contaminer, sortez, ne soyez plus auprès des patients. Vous devez d'abord vous laver les mains, puis vous allez d'abord enlever l'élastique du bas pour ne pas que votre masque tombe sur votre poitrine. Ensuite, vous allez enlever l'élastique du haut et vous allez retirer le masque et l'éloigner de votre visage et vous allez ensuite le poser dans une boîte pour qu'il puisse être décontaminé. Il y a des recommandations qui ont été effectuées par le Centre américain de la prévention et du contrôle des maladies pour la réutilisation des équipements de protection pendant la pandémie de COVID-19. Il arrive qu'il y ait des situations cliniques où du personnel qui ne puisse pas utiliser du matériel, avoir suffisamment de matériel, et notamment ce N95, la meilleure solution est donc de continuer à utiliser le masque pendant le plus de temps possible sans en changer. Si vous devez absolument tirer votre masque et le réutiliser à un autre moment, assurez-vous que vous avez une boîte qui est appropriée. Si vous devez garder votre masque pour le réutiliser plus tard, il faut que vous preniez plusieurs choses en considération. Il faut que vous preniez une boîte en plastique avec des trous dans le couvercle ou bien une boîte en carton également. Les trous sont importants pour qu'il n'y ait pas de moisissure de bactéries qui s'installent sur le masque. Vous allez retirer votre masque, vous allez poser votre masque avec la face contaminée sur le fond de la boîte et vous allez laisser les élastiques sortir sur les côtés de la boîte. Si un masque N95 est très contaminé, par exemple, si vous l'avez utilisé pour des procédures, des interventions produisant des aérosols, vous ne devriez pas réutiliser un masque N95 et faites attention que les élastiques ne touchent pas l'avant du masque également. On peut les mettre de côté, ces N95, pour une décontamination, mais uniquement s'ils n'ont pas été souillés par du sang ou des fluides corporels, qu'il n'y a pas de maquillage ou d'éléments huileux à l'intérieur du masque, qui ne sont pas difformés et qui ne sont pas déchirés. Sinon, il faut les jeter et il ne faut pas les décontaminer. Parfait, merci beaucoup, Nicole. Donc, notre première question. Is there a requirement for quantitative fit testing? Let's say the use of port-account equipment. Est-ce qu'il y a des spécificités sur le test pour vérifier à quel point le masque est bien posé? Donc, le test que je vous ai décrit avec la cagoule au-dessus, c'est comme ça qu'on le fait ici, oui. Une autre question.
L'utilisation de deux masques combinés, un masque chirurgical et un N95. Oui, on a vu cela pendant la pandémie. On met un masque chirurgical par-dessus le N95. On l'a vu, mais on ne peut pas respirer aussi bien, déjà premièrement. Et puis, il y a des études qui ont montré que, en fait, ce n'est pas en fait, ça n'est pas un souci. Ce n'est pas plus difficile de respirer avec les deux masques. Ça peut être une bonne méthode pour éviter la contamination du N95 et éviter de devoir le décontaminer. Mais attention, quand vous enlevez le masque, de ne pas vous salir et de ne pas vous contaminer vous-même. Mais ça peut être une bonne solution. OK, merci Nicole. Nous allons maintenant passer au prochain orateur. Merci Marianne. Bonjour à tous, je suis Tyler Chen, je suis un étudiant en thèse à Stanford University. Aujourd'hui, je vais vous parler de la décontamination, des principes de décontamination et notamment des N95 et quelles méthodes on peut utiliser pour les décontaminer. Donc, en général, je vais vous donner beaucoup d'informations, mais ce sont des éléments très importants lorsque vous considérez certaines méthodes de décontamination. Une décontamination ne doit pas empêcher la filtration, la qualité de filtration du masque N95. On doit garder son étanchéité, ne doit pas réduire la biocharge. C'est très important. Et bien sûr, il ne doit pas introduire de nouvelles biocharges comme des résidus dangereux. Il doit aussi pouvoir tuer d'autres virus et d'autres pathogènes que le SARS-CoV-2. Il peut y avoir également une contamination d'autres maladies, pas seulement le SARS-CoV-2, donc il faut le garder à l'esprit. Et bien sûr, il ne doit pas apporter d'autres résidus dangereux. Donc, dans la partie d'études cliniques de cette présentation, je vais montrer différentes procédures possibles. Et même si la majorité de ce que l'on va vous présenter aujourd'hui a été fait en double aveugle, a été revu par des pairs ou mis en place dans des hôpitaux, certains ne le sont pas. Et donc, j'ai décidé de vous le préciser en mettant un astérix à côté de celle-ci pour que vous le sachiez. Ces études n'ont pas été revues par des pairs encore. Donc, nous allons commencer par la performance des N95 et la capacité de filtration. Quand on considère comment est-ce que la décontamination va affecter la performance du N95, il est très important de prendre en considération que cela dépend énormément de la méthode de décontamination et du modèle de N95 utilisé. Vous ne pouvez pas dire que ça va marcher partout pour tout. Certaines méthodes vont avoir plus de dommages sur la manière dont le masque se pose sur votre visage ou sa capacité de filtration, par exemple. Et certains masques vont pouvoir avoir plus de cycles de décontamination que d'autres. Si vous voulez avoir plus d'informations sur combien de cycles de décontamination un masque peut avoir, vous pouvez, on vous donnera plus d'informations. Même sans décontamination, certains masques N95 vont perdre leur capacité d'être bien posés sur votre visage au bout de 5 utilisations. Et donc, on ne parle même pas de décontamination. Donc, c'est très important de savoir qu'en fonction des masques, il y a un changement. Merci beaucoup. Donc, quand vous évaluez
si la méthode est efficace ou non, nous allons considérer la résistance aux pathogènes de cette désinfection. Donc, les spores bactériennes sont les plus difficiles à tuer et donc il faut une désinfection à 6 logs, d'une réduction de 6 logs pour tuer ces spores bactériennes. Donc, on est à 1 million de pathogènes actifs et on les réduit à 1 ou moins. Le but dans ce cas de mettre en place une décontamination du SARS-CoV-2, qui est le but de ce virus-là, c'est le but. Donc, le FDA recommande qu'une réduction de 3 logs est suffisante. Donc, cela veut dire que l'on arrive à réduire 1000 virus actifs à 1 ou moins. Donc, nous allons… la chaleur humide, par exemple, peut obtenir cette réduction de 3 logs, mais pas sur d'autres bactéries ou de pathogènes, et peut encore être un problème, vous allez le voir. Donc, avant que l'on entre dans les différentes méthodes de décontamination, il est important de savoir que certaines méthodes ne sont pas efficaces pour décontaminer les masques, et cela est montré partout. Le savon, l'alcool, l'immersion dans la javel et le rayonnement gamma. Ils ne doivent pas être utilisés parce qu'ils peuvent endommager le N95. Les autres choses qui ne marchent pas, c'est de mettre le masque de codé pendant une nuit, d'utiliser des UVA ou B ou la lumière solaire ou des UVC qui ne sont pas suffisamment élevés. Cela ne marchera pas. Donc, vous ne devez pas utiliser ces systèmes pour décontaminer vos masques. Vous ne devez pas ramener un masque contaminé à la maison car vous risquez de contaminer votre entourage. Et donc, il faut garder ce masque contaminé dans un environnement sécurisé. Voici juste les principes de décontamination du N95. Donc, il faut que l'on préserve l'efficacité de filtration, le fait qu'il se colle à votre visage. Il faut une réduction de 3 logs au moins du SARS-CoV-2 et si on peut utiliser une des méthodes de stérilisation qui sont d'une réduction de 6 logs, c'est encore mieux, et on doit essayer de réduire au minimum les dangers et le contact. Pour que ce soit efficace, on va discuter le peroxyde d'hydrogène vaporisé, l'UVC et la chaleur humide. Alors, première question. La première, c'est le peroxyde d'hydrogène vaporisé. Bioquell ou Steris propose une vapeur d'hydrogène vaporisé, de peroxyde d'hydrogène, pardon, et c'est un très fort stérilisateur et cela a un effet sur les lipides, les protéines et l'ARN et l'ADN. Il peut aller dans les petits espaces qui ne sont pas qu'on ne peut atteindre avec la lumière et il n'est pas dangereux après utilisation. Cette méthode désactive le SARS-CoV-2, mais également d'autres organismes plus résistants comme les spores bactériennes, et il montre qu'il n'a pas d'effet notoire mais problématique sur les masques et sur le filtre du système de filtration des N95. Il est très important de pouvoir contrôler la respiration et lorsqu'on utilise ce système de vaporisation, car il peut être dangereux pour la santé. Il faut utiliser un protocole spécifique, un équipement spécifique pour pouvoir mettre en place cette
procédure. Et l'autre positif, c'est qu'il n'affecte pas les élastiques du masque, mais il ne fonctionne pas sur les masques qui ont de la cellulose. Et il y a des modèles qui ont de la cellulose et vous ne pouvez pas utiliser ce système de décontamination sur ce type de modèle. Vous pourrez voir une liste détaillée à la fin de notre rapport technique qui vous dit quels sont les masques que vous ne pouvez pas utiliser car ils ont de la cellulose et que vous ne pouvez pas décontaminer de cette manière. En résumé de cette méthode, on peut descendre de 6 logs le risque de virus, on peut réduire le risque à chaque cycle. Le positionnement et le système de filtration du masque est préservé. L'H2O2 n'est pas compatible avec la cellulose et vous devez vérifier le nombre de cycles où vous pouvez utiliser cette méthode spécifique puisque chaque manufactureur peut avoir des méthodes différentes et des normes différentes. Deux autres éléments. Vous devez avoir une machine spécifique pour pouvoir utiliser ce type de décontamination. Vous devez être sûr que l'aération est correcte. Et vous pouvez également utiliser du peroxyde d'hydrogène à 6% peut être facilement accessible, mais il n'a pas été validé pour ce type de procédure. Voilà pour le peroxyde d'hydrogène. Nous allons maintenant vous présenter la méthode de l'ultraviolet C. Lorsque l'on passe d'UV, de décontamination à l'ultraviolet, on parle de la région germicide UVC dans le spectre électromagnétique. Si vous regardez ce spectrum, vous voyez qu'il y a différentes couleurs de longueurs d'onde qui sont visibles à la lumière. Et au début, vous êtes sur l'UVA qui est non germicide, puis vous arrivez dans l'UVB qui est germicide mais que de manière minimale, puis vous arrivez dans la bonne longueur d'onde qui est l'UVC et qui, elle, est germicide. Et l'idéal de la longueur d'onde parfaite, c'est 254 nanomètres. Beaucoup de personnes demandent pourquoi cette zone est germicide. Vous voyez cette ligne violette qui montre exactement où l'action de l'UV est véritablement germicide et vous montre à quel point c'est exactement efficace et à quel point cela va fonctionner. Vous voyez, l'absorption est à 260 sur la droite nanomètres. De la ligne violette. Et ça fonctionne et parce qu'en fait, à cette longueur d'onde, on détruit le pathogène de toutes les organismes. Et donc, de cette longueur d'onde, et donc des UVC, inactive. Et c'est pour ça qu'on l'utilise pour l'UVD. En compromettant son ADN. Donc, dans la gamme germicide de l'UVC, les études ont montré que la dose nécessaire appliquée au N95, donc la dose d'irradiation, doit être d'au moins 1 joule par centimètre carré. Pour un N95, c'est la dose nécessaire pour désactiver le SARS-CoV-2. Les brides, cependant, peuvent avoir besoin d'être décontaminées séparément, par exemple nettoyées avec un produit adapté, parce que cette méthode ne va pas inactiver le virus sur les brides. La dose minimum requise
est indiqué à l'écran, mais c'est pour la décontamination de surface. Et ça, c'est essentiel parce que les processus de surface ne sont pas suffisants pour la décontamination du N95. Les UVC peuvent être atténués à mesure qu'ils pénètrent le masque. Donc, du coup, la dose est moins importante à mesure qu'on pénètre dans le masque et la décontamination n'est pas adaptée. C'est pour ça qu'il faut des doses un peu plus élevées. Des recherches ont montré que 50 modèles de N95 ont conservé leur forme et leur performance après entre 10 et 20 cycles de décontamination en utilisant cette méthode. Le problème qui peut arriver, c'est le problème d'ajustement parce qu'ils peuvent être un petit peu déformés, donc le test d'étanchéité doit être fait régulièrement. Plus de sources sont disponibles sur la décontamination par UVC sur notre site web. Donc, si vous utilisez l'adresse que je vous ai indiquée au début, plus UVC. Pour résumer, les recherches montrent qu'une dose germicide UVC d'au moins 1 joule par centimètre carré appliquée à toutes les surfaces du N95 peut inactiver le virus ou des virus similaires au SARS-CoV-2. Le taux de réduction de la biocharge va vraiment dépendre de la manière dont c'est appliqué et de l'application à toutes les surfaces. Toutes les surfaces. Il faut que ça soit aussi fait de manière professionnelle avec une machine calibrée et adaptée. Il faut donc que la machine qui est employée délivre exactement la valeur nécessaire, la dose indiquée. Donc, il faut que ça soit contrôlé. De plus, comme je l'ai dit, les brides risquent d'avoir besoin d'avoir une décontamination supplémentaire. Tous les pathogènes ne seront peut-être pas inactivés. Donc, il faut s'assurer que le N95 décontaminé soit rendu à son propriétaire, pas à donner à une autre personne pour éviter décontamination. Le risque en termes de longévité, c'est la perte d'étanchéité en raison de la mise et de l'enlèvement systématique du masque. Il est important de noter aussi que les UVC sont dangereux pour les cellules humaines. Donc, il faut que cette décontamination soit faite par des professionnels dans un cadre spécifique. Il a été démontré que les UV disponibles à la maison, la lumière du soleil ne sont pas suffisants et les UVC, les lampes à UVC peuvent générer de l'ozone. Passons maintenant à la méthode suivante. La méthode utilisant la chaleur. En fait, pour que ça marche, il faut combiner chaleur, temps et éventuellement humidité qui peut accentuer le processus d'inactivation du virus. Donc, idéalement, nous voudrions pouvoir dire que tout masque peut être mis à cette température spécifique et ça, c'est la recette miracle, mais là encore, ça n'est pas le cas. Ce qui peut sembler a priori assez simple est en fait un processus compliqué et on ne peut pas avoir une mesure pour tous les modèles. À haute température, si la température est trop basse, le virus risque de ne pas être éradiqué, mais si la température est trop élevée, c'est le masque en lui-même qui risque d'être endommagé. Donc, la température idéale se situe entre 70 et 85 degrés, un taux d'humidité entre 50 et 85% et pour une période d'1 heure ou plus. Voilà ce qui semble inactiver le virus en question. Et ça, c'est les conclusions qui ont été tirées pour la plupart des modèles de N95 sans dégâts conséquents sur le masque. Selon les recherches, 70 degrés de chaleur sèche pour 60 minutes inactive le SARS-CoV-2 sur le N95 dans le cas de tests en laboratoire.
Donc, dans un cadre très contrôlé, expérimental, où on suit de près la température, après 60 minutes à 70 degrés, le virus est inactivé. Cependant, ça ne correspond pas forcément au contexte d'un hôpital, parce que le virus peut être porté, par exemple, par des gouttelettes qui peuvent stabiliser le virus. Donc, ajouter, par exemple, l'humidité peut augmenter l'inactivation du virus et, du coup, vous donner une marge de sécurité plus élevée dans le processus de décontamination. Le SARS-CoV-2 n'était pas assez désactivé en 30 minutes, à 70 minutes. Et il y a aussi le problème du métal. On a tendance à considérer que une exposition à 3 logs pour 30 minutes peut être suffisant, mais ça n'est pas le cas. Donc, 70 degrés à 85 degrés, 50 à 85% d'humidité qui augmente l'efficacité et un minimum de 60 minutes. Enfin, cette méthode ne va pas forcément inactiver toutes les bactéries ou spores de moisissure. Donc, le masque ne doit être utilisé que par une personne. Il faut le rendre à son propriétaire. Pour ce qui est de l'intégrité du masque, beaucoup de N95 ont survécu plusieurs cycles. Cependant, les cycles répétés affectent l'ajustement et l'étanchéité. Vérifiez le profil du N95 que vous utilisez. Vous pouvez avoir plus de données par type de N95 avec des rapports techniques qui rentrent plus dans les détails. Une autre question qu'on pose, c'est l'utilisation de autoclave. Malheureusement, ce type de processus affecte l'étanchéité et l'ajustement sur le visage. Donc, nous ne recommandons pas ce type de procédure pour la décontamination des N95 pour un cycle traditionnel. Donc, pour résumer, un modèle prometteur pour la décontamination des N95, pour inactiver donc le SARS-CoV-2, c'est d'utiliser une température de 70 à 85 degrés avec un taux d'humidité de 50 à 80% et avec un minimum d'1 heure. Il est important de noter que cette méthode peut ne pas activer tous les autres pathogènes. Pour les performances du N95, certains modèles peuvent conserver leur étanchéité, mais d'autres peuvent être affectés. Certains modèles perdent en efficacité après 5 cycles. Il est possible de mettre un N95 dans un récipient, ajouter de l'eau à proximité dans un four pour créer l'humidité et opter pour 3 à 5 cycles maximum pour ce type de décontamination. Il est important, si on utilise cette pratique, de suivre de près la température et le taux d'humidité, parce que même si chaleur et humidité sont faciles à créer, certains des matériaux ou certains des outils utilisés pour générer la vapeur et la chaleur sont peut-être mal calibrés. Et il ne faut pas exposer directement le N95 à une source de chaleur parce que du coup, ça risque de compromettre l'intégrité du masque. Donc, ces méthodes ont obtenu l'agrément pour une utilisation en urgence avec une méthode spécifique pour un cycle modifié avec la vapeur. Vous pouvez donc en voir un peu plus sur notre site web indiqué au bas de l'écran. Je vois qu'il y a une question de procédure de ce type à domicile. Nous déconseillons cela
Le risque, c'est d'autocontamination ou de contamination d'autres personnes et d'autres environnements si vous ramenez un masque à domicile. Toute décontamination doit se faire dans un cadre sûr ou habilité pour ce type de processus. Donc, un hôpital ou un fournisseur de services qui se spécialise dans ce processus. Dernière méthode, attendre et réutiliser. À défaut de toute autre solution, le CDC a identifié le stockage d'N95 pour un certain nombre de jours comme un mode de décontamination possible. Cependant, il y a peu de données pour définir la durée pendant laquelle on doit mettre ces masques de côté pour inactiver le SARS-CoV-2. Il semble cependant que stocker un N95 dans un récipient qui respire à température ambiante pour 7 jours fait une différence et peut inactiver le virus. Par contre, laisser le masque de côté pour une nuit n'est pas suffisant. Cette méthode, cette mise de côté pendant plusieurs jours ne doit être utilisée que quand il n'y a vraiment pas d'autres solutions pour décontaminer. Enfin, bien sûr, le N95 ne peut être réutilisé que par l'utilisateur d'origine pour maintenir l'ajustement, l'étanchéité et éviter le risque de contamination. Maintenant, nous pouvons prendre quelques questions. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'ai une question. Est-ce que augmenter l'humidité au-delà de 85% réduit l'efficacité? Quel impact est-ce que ça a? Voilà une excellente question. Nous n'avons pas encore assez de données scientifiques claires. Cependant, nous avons vu qu'au-delà de 85% d'humidité, les résultats sont plus mitigés. C'est une tendance, mais il y a peu de données de référence. Ce que nous avons vu cependant, c'est qu'il y a un pic d'inactivation entre 50 et 85% de taux d'humidité. Alors que si on dépasse 85% d'humidité, pour les raisons encore non explorées, l'inactivation est moins efficace. 0% d'humidité seulement efficace. Nous pensons que 50 à 85% présentent le taux d'humidité optimal et un taux d'humidité au-delà de 85% produit une inactivation moins satisfaisante. Cependant, il n'y a pas d'études suggérant des dégâts plus importants au masque à plus de 85% de taux d'humidité. Donc, il y a les données fluctuent, les raisons pour ces différences ne sont pas encore très claires, mais le taux optimal est de 50 à 85%. Question suivante. Alors, notre question suivante vient de David. Est-ce que l'ozone peut être utilisé pour décontaminer ce type de masque filtrant? C'est peut-être une meilleure question pour Mag. À ma connaissance, les études sur l'usage de l'ozone sont à leur prémisse et n'ont pas montré une efficacité constante en termes de décontamination et de préservation de l'intégrité du masque. Donc, il faut peut-être envisager d'autres méthodes. Merci bien. Alors, est-ce que nous avons Tom pour une question sur les UVC? Tyler, dans ce cas, je vais vous lire la question. Si vous augmentez la dose d'UVC, est-ce que ça améliore l'efficacité de la décontamination? C'est une très bonne question. De manière générale, le dosage est crucial. Une dose plus élevée d'UVC ciblant les surfaces du masque ou le masque en général devrait améliorer la décontamination. Cependant, cette dose doit rester dans la gamme germicide qui a été montrée. Et
Si on utilise une machine mal calibrée qui mesure les UVA ou les UVB, mais pas assez clairement les UVC, on n'a pas les bonnes données. Mais si vous restez dans la zone identifiée sur le graphique, une dose plus élevée améliore la décontamination. Merci. Cependant, il y a un point important. Une dose plus élevée peut endommager les brides et l'ajustement. Donc, la meilleure dose, c'est 1 joule pour 1 cm². Si vous augmentez la dose, ça peut fragiliser le masque et du coup, le nombre de cycles de décontamination peut varier et être moins important. Une question de plus, Tyler? Nous avons analysé les différentes méthodes de décontamination. La préoccupation, ce sont les ressources et la question des brides. Beaucoup de ces méthodes ne semblent pas adaptées pour les pays en voie de développement. Qu'est-ce que vous recommanderiez dans le cas de ressources très limitées? Dans le contexte avec des ressources limitées, il y a quelques options qui peuvent être envisagées. La combinaison de chaleur et d'humidité est probablement la plus accessible. Il y a des études empiriques non validées encore qui montrent que ça peut marcher dans d'autres contextes aussi. En utilisant par exemple la vapeur, donc générer de la vapeur sur par exemple une casserole et avoir un panier au-dessus pour utiliser la vapeur et décontaminer le masque peut fonctionner. Ce sont des méthodes qui permettent d'atteindre la température et le taux d'humidité nécessaires et bien sûr la durée de traitement aussi. Autre méthode possible, l'immersion dans la solution liquide de peroxyde d'hydrogène. Cependant, même si cette méthode est utilisée, elle n'a pas encore fait l'objet d'études cliniques validant le processus. Donc, à utiliser avec certaines précautions. Et puis, évidemment, la mise de côté, idéalement pendant 7 jours avant de réutiliser un N95 pour inactiver suffisamment le virus. Ça peut être utilisé, cependant, le risque, c'est que les hôpitaux n'aient pas assez de ressources pour mettre de côté les masques pendant si longtemps. D'autres méthodes sont à l'étude et si vous êtes conscient d'autres méthodes qui peuvent s'employer dans des contextes avec des ressources limitées, contactez-nous pour qu'on puisse les étudier. Merci bien, Tyler. Merci à tous les membres de notre panel qui ont participé et contribué avec leurs questions. Nous arrivons à la fin de questions-réponses pour ce panel, donc je donne la parole à notre présidente de séance. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Merci à nos membres du panel pour ce partage de connaissances et de temps. Merci aussi à nos coordinatrices. Je voulais mentionner également un point complémentaire pour le contexte de l'accès aux matériaux pour les zones à peu de ressources. Nous travaillons dans un certain nombre de pays pour mettre en place des sortes de cabinets, des zones de décontamination aux UVC. Nous travaillons avec les ingénieurs et les équipes d'hôpitaux pour essayer de mettre à disposition un système, une machine qui puisse décontaminer aux UVC. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir un peu plus sur ce que nous mettons en place. Ceci dit, nous avons aussi un groupe WhatsApp. Si vous souhaitez vous joindre à la conversation, vous pouvez utiliser le code QR qui est à l'écran actuellement. N'hésitez pas à nous contacter avec des questions, des ressources que vous avez utilisées ou des compléments d'informations par rapport à ce que nous avons dit. L'équipe Livebox va aussi contacter les participants suite à cela pour en savoir un peu plus sur votre impression de la session et nous mettrons les diapositives à votre disposition ainsi que l'enregistrement sur notre site web.
j'ai souligné aussi un certain nombre de ressources qui sont à votre disposition. Donc, le site N95Decon alors, il y a une erreur à l'écran, ça devrait être www.n95decon.org/global. C'est disponible en plusieurs langues. Et puis, nous avons aussi sur notre site Livebox une section EPI. Donc, le lien est à l'écran. Et vous pourrez également y trouver l'infographie sur les EPI qui a été présentée, qui est traduite en 2 langues, 3 langues. C'était fantastique de pouvoir communiquer avec vous tous et nous espérons avoir de vos nouvelles très bientôt. Donc, merci beaucoup.